Bonjour à tous, merci d'être déjà fidèles au rendez-vous des passionnés et des amoureux de la nature et des plantes. Aujourd'hui, avec Denis, on va vous emmener découvrir un jardin baliné. Côté pratique, de quoi va-t-on parler, Denis? Alors aujourd'hui, on va parler des cochenilles, les fameux poux en créole, comment les reconnaître et comment les éradiquer de son jardin. D'accord. Dans le petit coin la cour, avec Raymond Lucas, on parlera du poivrier des Hauts, mais il a un autre nom. C'est poivre mal aux dents. Oh, aïe, 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 non, c'est pas vrai, tout va bien. Je vous invite tout de suite à aller rejoindre Fred, découverte d'un jardin extraordinaire. Alors Fred, comment est venue l'idée de faire ce jardin baliné? En fait, c'est surtout suite à des voyages en Asie, notamment à Bali, où je dirais, j'aimais, caméra en main, filmer un peu, je dirais, les jardins balinés. Et c'est par rapport à là que je dirais que j'ai eu cette idée d'essayer de refaire un jardin style baliné ici, dans la cour de mes parents. Alors, les parents, j'imagine, qui mettent la main à la pâte aussi. Ah oui. Et surtout, je dirais, maman, elle passe son temps à visionner mes cassettes que j'avais fait à Bali. Et donc, c'est ça qui lui a donné le goût, je dirais, de transformer notre jardin, qui auparavant était un jardin plus dédié aux anthuriums et aux orchidées. Et donc, on a tout refait. On a mis plus de points d'eau, on a mis des frangipaniers, des statues, enfin, tout ce qui essaie de rappeler un peu, je dirais, le style baliné. Alors là, le jardin, on va dire, il est mature. Hein. Oui. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à cette... Une bonne quinzaine d'années, parce que par rapport aux palmiers, ça prend quand même beaucoup de temps pour pousser. Donc voilà, depuis 15 ans, on l'a au fur et à mesure aménagé. Voilà, ça a évolué. Il y a des plantes spécifiques dans un jardin baliné? À Bali, je sais qu'ils utilisaient beaucoup les frangipaniers, tout ce qui dit bambou. Ensuite, il y a tout ce qui est, je dirais, les kiosques, les bouddhas, les monuments. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai essayé de ramener ici et de copier, entre guillemets. En fait, c'est un petit peu cultuel, religieux, on va dire. Oui, voilà. Je veux dire, c'est avant tout une passion, parce que moi, au départ, ma passion, moi, c'est les nénuphars, les lotus. Donc, c'est vrai que j'ai commencé avec un nénuphar, un bassin, et puis, je dirais, maman, elle avait des serres d'orchidées, et puis elle m'a dit de virer carrément les serres d'orchidées d'anthurium et de mettre des bassins à la place, c'est plus reposant. Et puis, bon, ça a moins de travail aussi, et voilà, ça change. Et puis, avec le bruit de l'eau, il fait bon, quoi. Il fait bon vivre. Ça rafraîchit, ça détend. Ça détend, voilà. Alors, des bassins, il n'en manque pas. Sur une toute petite surface, en fait, le jardin n'est pas si grand. Le jardin n'est pas si grand. On a essayé, je dirais, de l'aménager en faisant une terrasse, en essayant de l'arranger au mieux pour essayer d'optimiser, je dirais, la place. Voilà. Alors, tous ces objets de décoration, tu les trouves à La Réunion? Oui. Il y a pas mal de magasins qui ici fournissent ce genre de kiosques, et même au niveau des bouddhas, on en a qui rentrent assez régulièrement. Donc voilà, on peut tout trouver maintenant à La Réunion. Je fais juste après, je dirais, d'agencer, d'avoir cette idée, d'essayer de reproduire ce style. Alors, quand on a des bassins, des plantes d'eau, il y a souvent des moustiques. Tu as un truc pour éviter tout ça? Oui, tout à fait. Comme souvent, les bassins, c'est de l'eau stagnante. Donc moi, dans tous mes bassins, je mets des petits poissons. C'est des petits guppies sauvages qu'on appelle des petits poissons maillères. Et donc ceux-là, ils sont très résistants. Ils n'ont pas besoin d'oxygène pour pouvoir survivre. Et donc, en fait, ils vont manger les larves de moustiques, donc ça va casser le cycle. Donc, en fin de compte, c'est une façon naturelle, biologique, de lutter contre la prolifération des moustiques. Mais dans tous mes bassins, j'ai toujours des petits poissons. Il y a beaucoup d'autres jardins balinés comme le tien sur l'île? Je sais pas. Je dis très franchement, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion, peut-être. Nous, en tout cas, on l'a fait avec notre cœur, voilà, c'est un feeling. Après, je ne sais pas si d'autres personnes ont agencé, mais je sais très bien que de plus en plus à La Réunion, il y a des gens qui commencent à faire des bassins dans leur jardin et même avoir des petits points d'eau avec des nénuphars ou des lotus. Je sais que ça commence à bien prendre. Denis, aujourd'hui, on va s'attaquer à un insecte qui, bien souvent, abîme nos jardins. En créole, il dit les poux, en français, il dit les cochenilles. Ça même. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un insecte. Il y a deux catégories. On va distinguer les cochenilles à carapace. À carapace parce qu'elles ont une carapace pour se protéger. L'animal est juste en dessous. Comme une petite tortue, un Voilà, peu. Comme un petit coquillage voilà, qui colle. voilà, comme une bernique. Ouais. Et après, on a la cochenille farineuse.
Alors là, farineuse, pourquoi? Parce que ça a une couleur de farine. Oui, ça fait comme de la Voilà. poussière, Et là, comme une toile d'araignée. Voilà, celle-là, elle a moins de protection, elle est plus facile à éradiquer. Alors justement, quand on a des cochenilles dans le jardin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors souvent, quand on a des cochenilles, c'est dû souvent à un état de sécheresse générale du jardin. C'est-à-dire que la plante, elle n'est pas en bon état. Donc souvent, c'est les fourmis qui vont venir voir les cochenilles, parce que les cochenilles, c'est un peu les vaches laitières des fourmis, au même titre que les pucerons. Quand on a des cochenilles, bien souvent, on a des traces noires sur les feuilles qui restent aussi un petit peu. C'est produit des cochenilles? Alors les cochenilles émettent un miella, c'est pour ça que les fourmis viennent justement récupérer le lait, les excréments des poux des cochenilles. Et donc après, comme il reste du miella sur les feuilles, il y a un champignon qui s'appelle la fumagine et qui se développe dessus et qui vous fait un voile tout marron. Ouais, D'où le nom de grisâtre, noir, là, oui, d'où le d'accord. nom de fumagine. Mhm. Donc là, la fumagine, c'est un effet secondaire à l'attaque de cochenille que l'on va traiter avec un fongicide pour les maladies, parce que D'accord. c'est un champignon. Alors D'accord. que là, les cochenilles, on va traiter avec un insecticide, voire avec des méthodes naturelles. Voilà, le principal, le souhait, c'est de traiter avec des méthodes naturelles. Il y a des remèdes de grand-mère efficaces? Voilà. Alors dans un premier temps, comme je disais, le vecteur, souvent, c'est la fourmi. Donc déjà, éliminer les fourmis. Là, un petit peu d'insecticide Voilà. quand même. Il y a des produits qui sont quand même assez bio. Le mieux, c'est de mettre en produit d'arrosage pour que ça pénètre bien dans le sol, de manière à détruire toute la fourmilière. Parce que souvent, les poudres, c'est juste en surface, ça va juste détruire la colonie de passage. D'accord. Alors, pour ces cochenilles, Alors avec le remède de grand-mère. quand la plante est bien affectée, le mieux, c'est de couper. Là, c'est une feuille de sagou, un Cycas revoluta. On voit que c'est bien affecté. Donc là, il ne faut pas mailler, il faut carrément couper la feuille, la brûler pour éviter que les fourmis reviennent chercher et disséminent partout. Alors, quand il n'y en a pas beaucoup. Quand il n'y en a pas beaucoup, alors la méthode, c'est de faire un mélange à base d'huile d'olive, huile de colza, savon noir liquide et alcool à 70. On fait un mélange de 1/3 de chaque. Quand on a ce mélange-là, on a une solution mère que l'on va diluer à 1/10, c'est-à-dire on va mettre pour 1 litre d'eau, on va mettre 100 millilitres de notre mélange. D'accord. Alors, et là, on le passe sur la feuille. Alors, quand c'est bien affecté, à ce moment-là, on peut prendre un pinceau et à ce moment-là, on badigeonne les feuilles comme ça, de manière à bien imprégner la plante. Alors, il faut éviter de mettre ça en plein soleil, parce que comme c'est à base d'huile, ça risque de faire loupe et de brûler les feuilles. D'accord. Donc le mieux, Au coucher du soleil. au coucher du soleil ou tôt le matin. Mhm. Donc on badigeonne comme ça. Sinon, à la main, on peut enlever le plus gros déjà. Ça s'enlève tout seul. Mais après, on passe l'insecticide parce qu'il y a toujours des larves et des œufs qui restent. Et après, sinon, on peut passer à base d'un pulvérisateur. On pulvérise comme ça sur les feuilles. Alors, ça, c'est la méthode bio. C'est un produit qui n'est pas très, comment dire, Pas très agressif. pas très agressif. Donc, il faut le faire, on va dire, 2 fois par semaine. D'accord. Par contre, si on voit que ça persiste, alors là, dans la gamme amateur, dans les magasins de distribution de produits phytosanitaires, je conseille d'acheter un produit à base d'huile, mais systémique. Systémique, ça veut dire que la plante va absorber le produit, ça va être véhiculé dans la sève, et à ce moment-là, la cochenille, quand elle va sucer la sève, elle va attaquer. elle va aspirer la matière active qui va la tuer. D'accord. Alors, cette cochenille à carapace comme ça, et la cochenille farineuse, beaucoup plus facilement. La cochenille farineuse, c'est beaucoup plus facile à éradiquer. Déjà, en passant le doigt dessus, on voit que ça s'enlève tout seul. Donc là, juste une pulvérisation, comme ça suffit pour l'éradiquer. Vous faites du savon, de l'huile, un petit peu d'alcool, léger. Voilà, le mélange 1/3, huile de colza, savon noir liquide et alcool à 70 pour diluer. Ces cochenilles peuvent attaquer quasiment toutes les plantes. Alors il y a des plantes qui sont vraiment hautes, on va dire hautes, c'est-à-dire tout ce qui est malvacé, les hibiscus sont très atteints. Tous les palmiers aussi, ils aiment bien les cochenilles. Il y a beaucoup de plantes qui sont sensibles. Bon, alors le papayer, depuis 2 ans, on a eu un problème avec la cochenille du papayer, qui est vraiment une cochenille spécifique, où là, on a une grosse attaque, voilà 2 ans. Et maintenant, ça commence à se rétablir, à s'équilibrer, parce qu'il y a des parasites naturels qui ont pris le dessus et qui mangent la cochenille. Voilà, il faut laver ces plantes. Voilà. Alors déjà, la base, c'est bien entretenir son jardin, bien arroser son jardin. Parce que souvent, ça vient d'une plante qui est mal arrosée, qui est en stress hydrique, et donc la cochenille en profite pour se mettre dessus. Dans le petit coin de la cour, Raymond, aujourd'hui, on va parler du bois de poivre. Bois de poivre mal aux dents.
Faut bien préciser, c'est un Xanthoxylon heterophyllum, c'est le nom scientifique et qui fait partie de la famille des rutacées. Alors, Endémique de l'île. c'est une plante endémique dans l'espèce, c'est endémique de l'île, et au niveau genre, c'est endémique des mascareignes, parce qu'il y a d'autres genres Xanthoxylon. Alors, ici, on le trouve où? Alors ici, il est devenu très rare. Et justement, notre association s'est mis comme devoir, s'est donné comme devoir, de le faire connaître à la population pour qu'on le replante. Alors, on l'appelle poivre malaudant, pourquoi? Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, le nom vernaculaire. Nous, quand on dit nom vernaculaire, c'est le nom qui a été donné par le peuple pour une raison précise. Et derrière le nom vernaculaire, il y a un message qui est transmis, qu'il faut décrypter. Poivre malaudant parce que, avant, nous n'avions pas de dentiste. Les gars soignaient, il y avait des dentistes marrons. Mon grand-père était un peu dentiste marron. Alors, il prenait un grain de cette plante qui ressemble à un poivre, à un petit grain de poivre. Il écrasait, lorsque quelqu'un avait une carie dentaire, il mettait le petit grain dans la carie, et résultat, le nerf était tué, la dent était anesthésiée, le gars ne souffrait plus. Et il continue à vivre avec sa dent, on peut dire, dévitalisée. C'est pour ça que nos grands-mots de longtemps avaient beaucoup des chicots de dents qui continuaient à vivre jusqu'à la fin de leur jour sans que ça leur faisait mal. Et ils mangeaient graton toujours. Et ils pouvaient manger leur graton. Une autre petite histoire là-dessus aussi, un des gros propriétaires du tampon qui nous avait fourni les semences d'ailleurs, puisqu'il avait gardé chez sa propriété. Un jour, on lui avait raconté ça, que c'est une plante anesthésiante. Sa femme de ménage, un vendredi soir, chope un problème au niveau de ses dents. Elle souffre beaucoup. Pas le temps d'aller voir un dentiste. Résultat, il dit, il va essayer la plante, il prend une feuille, un petit peu d'écorce, il écrase, il met un petit chiffon, et il dit à sa femme de ménage, tu mets ça là où tu souffres, tu pèses bien dessus, et tu vas voir, la douleur va se calmer. C'est ce qui s'est passé. Elle l'a fait, elle a pesé dessus, et elle s'est endormie. Elle s'est endormie jusqu'au lendemain, toute la journée, et le gars commençait à s'inquiéter. En fait, elle était anesthésiée complètement. Voilà, c'est un puissant anesthésiant. Elle a été anesthésiée et elle a dormi plus de 24 heures. Et c'était fini, elle ne souffrait plus. Alors, ce bois de poivre, on le trouve partout sur l'île? Non, maintenant qu'on l'a replanté, il pousse à tous les niveaux? On commence à le retrouver un peu partout. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qui plaît dans cette plante, c'est sa beauté. Elle, c'est vraiment une belle petite plante, surtout au stade juvénile, parce que c'est une plante hétérophile, de son nom Heterophyllum. Les feuilles juvéniles sont vraiment très belles et on peut faire une belle plante d'appartement. Jusqu'à 1 an, 2 ans, dans un pot, elle peut arriver à cette taille et ça peut quand même décorer un balcon, une maison, etc. Ça reste un arbuste. Plus tard, ça peut devenir un bel arbre, hein, un très gros arbre, une fois mis dans le jardin. Et en ce moment, dans un petit coin à la cour, d'ailleurs, le livre qui vient de sortir, vous verrez que la population commence à planter et il commence à y avoir bon nombre de plantes poivre malaudant dans les cours et dispatchées partout sur l'île de la Réunion. Et ça, c'est un devoir que nous nous imposons. Merci Raymond. On va retrouver comme ça toutes nos plantes partout. Dans notre rubrique Cossaïdé, nous avons reçu un courriel de Marie-Thérèse de la Plaine des Palmistes. Elle nous a écrit sur l'îlejardin@gmail.com en nous demandant d'identifier une plante. Alors Denis, cette plante assez jolie, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai identifié, c'est un Eranthemum, c'est la famille des Acanthacées. La particularité, c'est que c'est une fleur bleue, comme ta chemise, c'est un bleu qui n'est pas courant. C'est une plante pays. C'est une exotique qui a été introduite par des pépiniéristes voilà une dizaine d'années et qui est remise au goût du jour. On peut la trouver dans les jardineries et les pépinières de l'île. Pas trop rare. Non.
Alors, si vous aussi vous vous posez des questions sur une plante du jardin, sur un souci avec un parasite, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous rappelle l'adresse lillejardin@gmail.com. Denis, on dit au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, toutes. Au revoir.